Depuis les côtes méditerranéennes, loin des lieux touristiques, s'étend l'une des régions les plus pauvres du Maroc. Le Rif, une zone de montagnes arides où depuis le XVIe siècle, on cultive du cannabis. Aziz cultive des céréales mais aussi du cannabis, comme tous les paysans de la région. Nous sommes en novembre, la plante a été récoltée et séchée. C'est à cette époque que l'on fabrique la résine. Notre terre est très pauvre. Rien ne pousse ici. On a vraiment besoin du hashish. Sans cela, on mourrait de faim. Le hashish, cela sert à acheter des engrais, habiller les enfants ou acheter à manger. C'est pour ça que toute la famille cultive cette plante. Ça fait 15 ans que je fais cela, et on s'est toujours caché. Cela fait 15 ans que tu en cultives, et les gendarmes ferment les yeux? C'est ça, oui. Ils ouvrent un œil et ils ferment l'autre. Ils savent bien que la terre est pauvre. Comme Aziz, la plupart des paysans ne gagnent que 500 € par an. Et la moitié de leurs revenus dépendent du cannabis. Si un jour on vous interdit d'en cultiver, que ferez-vous? Si l'État l'interdit, on arrêtera. Parce qu'on ne peut pas contredire l'État. Si le roi dit que c'est interdit, alors c'est interdit. Vive le roi. Officiellement interdite, officieusement tolérée par les autorités. Le cannabis est cultivé au grand jour, dans toutes ces vallées qui, une fois moissonnées, ne laissent rien paraître. Le cannabis résonnait comme un mot tabou jusqu'en 2003, jusqu'à ce que le Maroc accepte de collaborer avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour combattre la culture du cannabis. L'ONU-DC a ouvert un bureau à Rabat. Xavier Bon vient d'achever la première enquête sur le cannabis dans le Rif. Une radiographie des cultures à travers des images satellites. Une enquête sur le terrain auprès des cultivateurs de hashish. Bilan, 134 000 hectares de cannabis cultivés, l'équivalent d'un département français. Nous sommes allés sur le terrain à cet endroit-là, et ce qu'on voit dans la réalité, c'est ça. Donc les mêmes parcelles, cette parcelle-là, ici, qui correspond sur l'image satellite à exactement ça. On va aller sur une autre image, voilà, sur cette vallée-là. Sur cette vallée-là, c'est la plus grande parcelle de cannabis qu'on puisse voir au monde, et ça fait 1500 hectares. Voilà. Donc c'est quand même assez impressionnant quand on est devant ça, de voir que toute la vallée est couverte de cannabis. Au cours des 15-20 dernières années, il y a vraiment eu
un élargissement de ces zones traditionnelles parce que le marché s'est développé en Europe, parce que les prix sont devenus plus attrayants, parce que la démographie de cette région a augmenté et la pression sur la terre est devenue telle que la seule culture rentable aujourd'hui pour ces gens, c'est la culture du cannabis. Aucune autre culture aujourd'hui ne peut rentrer en compétition avec la culture du cannabis, avec les prix tels qu'ils sont aujourd'hui pratiqués. Aujourd'hui, le Maroc produit 47 000 tonnes de cannabis brut. C'est le plus gros producteur de résine du monde, avec 3 000 tonnes par an. Un cultivateur de cannabis peut être arrêté pour cultiver du cannabis. Si vous faites du cannabis à la sortie de Rabat ou à la sortie de Casablanca, c'est évident que vous irez en prison. Maintenant, dans le Rif, on ne peut pas penser mettre en prison 800 000 personnes qui vivent du cannabis dans le nord du Maroc. Le cannabis rapporte 200 millions de dollars aux paysans marocains, contre 12 milliards de dollars aux trafiquants, soit 50 fois plus. Le trafic, lui, prospère et des familles de producteurs se lancent souvent dans les affaires. Prendre rendez-vous avec l'une d'entre elles est d'une facilité presque déconcertante lorsqu'on se présente comme client. Ça c'est vraiment un stock, ça c'est bien, c'est intéressant. هادشي شويه وقال لك فيه هو حنا هادشي جانا بحال هادشي غير شويه دي ça c'est très peu normalement. ما كدوزنش حنا جانا هادشي Un guide complice et une caméra cachée nous dévoilent les secrets du trafic. Cette famille produit 1 tonne de hashish par an et tout est bon pour vendre. Nous avons droit à une visite guidée du stock. Dès l'instant où l'on se présente comme acheteur, les cultivateurs trafiquants n'hésitent pas à vanter fièrement la qualité de leurs marchandises. Une commande de 500 kilos ne les effraie aucunement. Nous négocions le prix avant d'évoquer le plus délicat, faire passer la marchandise en Europe. Ça coûte 800 € le kilo. Oui. Donc 800 € multiplié par 300 kilos. Il a un copain qui a un bateau, il nous la charge, il nous l'amène au milieu de la mer. Il tient ce bateau, lui. Ouais. Et combien il nous loue ce bateau, un bateau de pêcheur? Mais là, si par exemple, je prends un bateau, je loue un bateau avec vous, combien ça va me coûter tout ça? 30 000 €. 30 millions. 30 000 €. 30 000 €? Pour la marine, pour les soldats, ouais, quoi. Pour les civils qui restent, qui visitent le bateau. Mais c'est pas les militaires, l'Askar ديالنا. C'est l'Askar qui a un nom. Ah oui, les soldats, ce sont les soldats qui les aident à charger dans le bateau, il faut les payer. Tu vas acheter la place, Il suffirait donc d'acheter la marine et les soldats postés tout le long de la côte du Rif pour faire passer des cargaisons de cannabis de l'autre côté du détroit. Sur le littoral du Rif, les maisons des chefs de réseau sont ancrées sur la plage, base stratégique pour le départ des cargaisons. Ici, tout le monde vit du trafic de hashish, y compris les soldats des garnisons, qui s'avèrent corruptibles. C'est à la nuit tombée que les tractations se font. Là encore, il suffit d'annoncer qu'on veut faire passer un Zodiac rempli de résine de cannabis. Notre guide n'a pas de mal à entamer les négociations avec un militaire. Je te jure que c'est lui. Salut Abdelrahim. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quel est ton prix? Je te le fais à 60 000 dirhams. 60 000 dirhams? 6 000 €? 6 000 €, je fais vraiment un effort. 6 000 €, c'est vraiment beaucoup. C'est un bon prix, c'est un bon prix. Et avec tes collègues, il n'y a pas de problème? Mes collègues, je n'ai confiance qu'en 2 d'entre eux. Les autres, s'ils me voient, je crains qu'ils me dénoncent à mon supérieur. Et je peux perdre mon poste et j'ai 6 enfants. Et ton capitaine? Il est au courant, ton capitaine? Non, pas le capitaine, parce que le capitaine, lui, il s'intéresse qu'aux grosses quantités. Il s'intéresse aux gens qui payent 500, 700 000 dirhams. Bon alors, quand la drogue arrive sur la plage, vous la mettez dans les petits bateaux qui vont décharger dans un Zodiac. Et votre équipe sera à bord du Zodiac. Et après, ce sera bon. Ok, d'accord.
Tout est garanti sauf l'essentiel, l'arrivée de la marchandise en Europe. S'il s'avère très facile de faire partir une cargaison des côtes marocaines, il est beaucoup plus difficile de la faire arriver sur les côtes espagnoles. Les plus gros réseaux de trafiquants utilisent des intermédiaires comme Ahmed pour assurer le transport de la résine jusqu'à destination. On transporte la drogue de l'autre côté du détroit, en Espagne. Là-bas, des gardes civils ont été achetés. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. La marchandise arrive de manière certaine. Mais ceux qui ont des petits Zodiacs, qui ne peuvent charger que 200 à 300 kilos et qui n'achètent pas la route, eux, ils jouent avec le destin. Et la plupart sont ensuite arrêtés. Mais si tu payes, en revanche, tu n'es jamais arrêté. Si la corruption existe sans doute, il n'en reste pas moins que le détroit est aujourd'hui sous très haute surveillance. Une fois franchis les eaux espagnoles, les passeurs sont pris en chasse par les hélicoptères et les vedettes de la douane et de la Guardia Civile. La marchandise est immédiatement jetée par-dessus bord pour tenter d'effacer les preuves du délit. Leurs Zodiacs sont désormais détectés à près de 10 km de distance par des radars, des caméras vidéo et infrarouges qui scrutent le détroit de Gibraltar 24 heures sur 24. Un système de surveillance extérieur, baptisé CIV. Un blindage presque invincible, sauf lorsque le mauvais temps rend les caméras aveugles. La plupart du temps, les trafiquants finissent par être arrêtés au bout de leur course par les douaniers ou les gardes civils espagnols. Jusqu'alors, le détroit restait la voie privilégiée des trafiquants. Aujourd'hui, le système de surveillance extérieure s'avère dissuasif. « 24 heures sur 24 », les gardes civils patrouillent tout le long de la côte du détroit, prêts à accueillir les trafiquants les plus tenaces à la moindre alerte lancée par le système de surveillance. Dans cette zone, avant on voyait arriver des Zodiacs de 60 à 70 chevaux, des Zodiacs rigides avec des moteurs peints en noir pour ne pas être détectés de nuit. Même la carcasse était peinte en noir. Je te parle d'avant les caméras thermiques. Ils rentraient tellement de drogue. Ici, on interceptait chaque jour 1000 à 2000 kilos. Mais aujourd'hui, cela a diminué énormément. Maintenant, cela n'arrive pas tous les jours. Parfois, même pas tous les mois. Là-bas, il y a la zone de Malaga, la zone d'Almeria et les côtes de Cadix et les alentours. Ces régions ne sont pas surveillées par les caméras. Et là-bas, dans cette région, les trafiquants peuvent s'infiltrer. Là-bas, ce ne sont pas des petits bateaux qu'ils ont. Ce sont de très puissantes embarcations. De très puissantes embarcations pour contourner les 110 km de côte sous haute surveillance le long du territoire de Gibraltar. La drogue continue d'arriver en Espagne, mais par d'autres voies. Pour le commandant de la garde civile d'Algeciras, Francisco Espinosa Navas, le CIV, le système de surveillance extérieure, a rendu le détroit quasi infranchissable, mais n'a pas éradiqué le trafic. Comme c'était plus difficile pour eux d'arriver, gagner la côte, parce que le système va l'interdire cette arrivée, ils ont changé, il fait laisser de mettre de grandes quantités de drogue sur camions à travers les ports d'Algeciras. Il faut dire que l'année dernière, nous avons saisi même un camion qui portait presque 26 000 kilos de hashish, 25 700 et quelques kilos. Mais dans la même année, nous avons intercepté aussi notre camion qui portait 17 000 kilos, un autre 11 000 kilos. Il faut dire que nous avons augmenté la quantité de drogue ici, mais la quantité d'arrivée sur plage, il a diminué. En 2004, les autorités espagnoles ont saisi plus de 60 tonnes de cannabis dans le port d'Algeciras et le long des côtes du territoire de Gibraltar.
La plupart des camions et voitures saisis à Algeciras viennent de Tanger, à une vingtaine de kilomètres des côtes espagnoles, à une centaine de kilomètres des zones de production de cannabis. Tanger est l'un des plus importants ports d'exportation du Maroc. Chaque jour, entre 100 et 300 camions transitent par ici avant de franchir le détroit. Pour les trafiquants, c'est autant d'occasions de passer leur cargaison. Pour le directeur adjoint de la douane du port, Nougdin Labiad, impossible de passer tous les véhicules au crible. Les contrôles sont donc très ciblés. Il y a des camions qu'on vérifie minutieusement. Ce sont des camions qui présentent des doutes. C'est un transporteur qui se présente pour la première fois ici. C'est une marchandise qu'on n'a pas l'habitude de voir exportée par ce bureau. C'est un camion qui a fait un départ à partir d'Agadir. Normalement, la durée du trajet, c'est une journée ou une demi-journée, alors qu'il fait 3 jours. Donc ce sont des éléments qu'on retient, qu'on prend en considération pour la vérification. Ce soir-là, dans le port de Tanger, 150 camions attendent de franchir le détroit. Faute de moyens, comme tous les jours, douaniers et policiers de la brigade des stupes ne peuvent en contrôler qu'une dizaine superficiellement et 5 de fond en comble. Ils peuvent passer 3 à 4 heures, voire une demi-journée à contrôler un camion. Tableau de bord, moteur, réservoir, pneus, plafond et plancher. Les trafiquants dissimulent la drogue n'importe où. Chaque recoin est passé au crible. Les chauffeurs profitent souvent des périodes d'affluence pour passer leur cargaison de hashish, lorsqu'ils savent la brigade des stupes débordée. Les véhicules de tourisme, eux, subissent un contrôle systématique. Les narcotouristes sont très nombreux à tenter de faire passer de petites cargaisons dans des bus ou des caravanes ou des voitures. Et à quoi il sert votre tournevis là? Le tournevis, sentir s'il y a la drogue, si le sang est dur. S'il n'y a pas la drogue, c'est creux. C'est creux. Ici, pas de chien renifleur. Le tournevis fait office de scanner. Et à force d'ausculter méthodiquement chaque véhicule, policiers et douaniers de la brigade des stupes finissent par déceler des indices déterminants. Soudain, les soupçons se tournent vers une voiture immatriculée en Allemagne et conduite par un chauffeur d'origine marocaine. Vous suspectez quelque chose? Le réservoir. On a le doute sur le réservoir. Vous pensez qu'il y a de la drogue dedans? On sait, on pense. Qu'est-ce que vous allez faire pour continuer le contrôle? شوف جيبوا من الجهه الاخرى Des membres de la brigade des stupes commencent alors à démonter le réservoir suspect fraîchement repeint. Pendant que d'autres tentent de travailler au corps un conducteur très nerveux. Il y a quelque chose là-dedans? J'ai rien, mon ami. Vous pouvez fouiller. Vous pouvez fouiller. On va descendre le réservoir. Tu veux vraiment qu'on le descende? Descends, vas-y, descends tout. Ta voiture, elle a été préparée? Elle est comme elle était à l'origine. Allez, viens t'asseoir ici. Une demi-heure plus tard, la brigade des stupes vient à bout du réservoir. Un double réservoir rempli d'une quinzaine de kilos de résine de cannabis.
Tu connais la personne à qui tu as laissé la voiture? Ouais. C'est quelqu'un que je connais. Tu as confiance en lui? Ouais, c'est mon copain. Il m'aidait à faire des traductions de papier pour la douane depuis 4 mois. Voilà. Tiens, ça y est, c'est bon. Très bien. Alors, c'est terminé. C'est terminé. C'est pour ça qu'on a orienté la voiture. Cet homme finira sans doute dans la prison de Tanger, pendant 1 à 2 ans probablement. Ici, la plupart des détenus sont inculpés de trafic de drogue, et parmi eux, on compte près de 70 ressortissants français. De plus en plus, la Paduguin mène de gros réseaux de trafiquants et de nombreux narcotouristes à faire passer des cargaisons de cannabis en Europe. Un trafic qui vient intoxiquer en premier lieu la population du territoire de Gibraltar. À Algeciras, l'association Alternativas lutte contre le trafic de drogue et s'inquiète de son impact sur les jeunes de la région. Son président, Francisco Mena, milite pour la création d'un observatoire européen des drogues à Algeciras. L'argent produit par ce trafic de drogue fait qu'un adolescent de 14 ans peut être payé pour surveiller pendant toute une nuit avec une moto et un portable jusqu'à 2000 €. Celui qui vient chercher les paquets de drogue sur la plage et qui les transporte du bateau à la voiture ou le camion peut gagner 4000 € en une seule nuit. Celui qui transporte la drogue en voiture gagne 6000 €. Le chef de la mafia qui organise ce trafic peut gagner en une seule nuit entre 50 et 60 000 €. Quand quelqu'un fait partie de ce milieu corrompu, il peut difficilement changer de vie, car il gagne beaucoup d'argent et très facilement. Un grand cri d'alarme et bien peu d'écho. Aujourd'hui, la drogue continue de circuler entre Tanger, le littoral du Rif et l'Espagne. Les trafiquants s'avèrent toujours plus ingénieux. Ils contournent tous les obstacles pour acheminer leur cargaison en Espagne à bord de Zodiac, de camions et de ferries. L'ONU appelle à l'aide les bailleurs de fonds pour soutenir la reconversion économique du Rif. Mais le Maroc, lui, n'a toujours pas décidé d'une stratégie pour éradiquer la culture du cannabis. Le royaume se contente de limiter l'extension des cultures. Le Maroc reste aujourd'hui le plus gros exportateur de résine de cannabis au monde. Il faudra sans doute au moins 10 à 15 ans avant d'espérer voir disparaître ce trafic de drogue.